Bonjour, aujourd'hui Portrait d'Alia vous présente une Israélienne qui est là depuis fort longtemps puisqu'elle a fait son Alia en 1967. Johanna Gottesfeld, bonjour. Bonjour. C'était il y a donc plus de 50 ans Absolument. que vous êtes arrivée ici en Israël, venant d'Europe, précisément de Lausanne. Est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être un petit peu, pour commencer, l'histoire de la famille, disons depuis la guerre, et ensuite votre décision de venir vous installer ici? Mes parents viennent de Pologne. Ils sont rescapés de la Shoah. Mon frère, qui est aussi un rescapé, est encore né en Pologne, à Cracovie. Et ils ont réussi à passer la guerre en se cachant, en passant des frontières. Et en fin de compte, ils sont arrivés à Budapest avec des faux papiers. Et ils se sont cachés en tant que Polonais à Budapest. Ma sœur est encore née à Budapest en septembre 1945, juste à la fin de la guerre. Et au bout de quelques années, ils sont passés à Vienne. Parce qu'il y avait le communisme à Budapest, alors ils sont passés à Vienne. Moi, je suis née à Vienne en 1949. Et en 1956, en somme, je suis passée en Suisse. Ma mère est venue un peu plus tard, mais avec mon frère qui finissait son bac encore là-bas à Vienne. Et ensuite, nous avons vécu à Lausanne jusqu'en 1967. Là, la famille, avec quel genre de pratiques religieuses et aussi quelle considération pour Israël? Est-ce qu'Israël existait déjà comme un pays où on pouvait éventuellement se rendre? Oui, Israël existait. J'étais en Israël la première fois à 11 ans. Mon père, non, les deux en somme. Mon père avait sa sœur ici et son frère. Et à vrai dire, quand ils étaient à Budapest et qu'ils voulaient migrer quelque part, Israël était aussi une considération. Genre, il y avait la possibilité d'Israël, il y avait la possibilité d'Amérique, il y avait toutes sortes de possibilités, mais ils n'ont pas eu de visa pour Israël à temps. Enfin, moi, je n'étais pas encore née, mais enfin, c'est ça un peu l'histoire. Mais c'est pas qu'ils étaient nécessairement sionistes, mais si, enfin, mon père, disons, il supportait Israël. Il a aussi supporté financièrement. Il a fait à un moment donné un fonds où on donnait de l'argent pour les hôpitaux, pour les écoles. Enfin, alors, c'est déjà en 11 ans la première fois que je suis venue en Israël en vacances, ensemble avec mon frère, vu qu'il est né avant la guerre, etc. Il a 11 ans de plus que moi. Alors, la première fois que je suis venue, c'était avec mon frère qui étudiait la médecine à Zurich à ce moment-là, et avec un ami à lui, avec ma sœur. Et on est venu, on a fait un tour d'Italie, on est venu après en bateau de Gênes à ici, on a rencontré la famille. C'était des vacances d'été, on a passé l'été ici. En quelle année sommes-nous là? 60. 60. 60. 60, 61, je crois que j'avais 11 ans, je me souviens. Et ensuite, je suis venue plusieurs fois entre 11 ans et entre 60 et 67. On venait pour Pessah. Mon père, à un moment donné, a acheté un appartement. Mais ce n'était pas vraiment pour venir s'installer. Il était très bien en Suisse. Mais mon père venait parfois 8 fois par année. Il faisait les allers-retours. J'entends, Israël existait très fortement depuis toujours. Alors, on venait pour Pessah très souvent, on venait les vacances d'été, dans toutes ces périodes. Mon frère était beaucoup plus sioniste, oui. Encore à Vienne, il était dans la Shomer HaTzaïr. Et mon frère, quand il a terminé ses études, il est venu ici. Et il s'est installé ici. Il est venu ici aussi. Il a fait l'armée en tant que médecin déjà. Il a fait des stages. Enfin, il est venu s'installer ici. Alors,
Et donc en 67, quand moi je suis venue, mon frère était déjà ici. Maintenant en 67, juste avant la guerre, ma sœur, qui est aussi plus âgée que moi, était venue et elle faisait un ulpan ici, à Jérusalem, et j'étais venue la voir. Et j'avais rencontré là-bas aussi des jeunes qui avaient été au kibbutz et qui étaient assez enthousiastes pour le kibbutz. Alors ça aussi, ça m'a influencé. Et ensuite, en 67, juste avant la guerre des 6 jours, ma sœur est revenue parce que tout le monde insistait, elle ne peut pas rester ici, il faut qu'elle revienne, que ce n'est pas prudent, etc. Alors elle est revenue pour un certain temps. Après, il y a eu la guerre des 6 jours, et c'était justement à ce moment-là que moi je faisais mon bac. J'ai terminé mon bac. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de mon bac, mon frère a décidé de se marier. La guerre des 6 jours a aussi une influence sur lui. La guerre, la peur de la mort, alors il a décidé de se marier. Moi, en somme, je me souviens que cet été-là, j'avais l'intention de partir en Amérique. Perfectionner mon anglais, faire un camp de vacances, pas pour m'y installer, mais juste... Mais vu que mon frère devait se marier en septembre, ça ne servait à rien que j'aille en Amérique, alors j'ai décidé de venir dans un kibbutz. Saad, c'était dans le sud, pour être dans un ulpan, apprendre l'hébreu, et aussi pour vivre la vie du kibbutz. Et quel souvenir vous avez de cette vie au kibbutz à cette époque-là? C'était encore vraiment un kibbutz comme on le voyait avant? Oui. Oui. Comment ça se passait vos journées au kibbutz? Le matin, non, c'était soit le matin, soit l'après-midi. Ça dépend, il y avait des... Soit on étudiait 4 heures, on travaillait 4 heures. Alors, non, je crois que le matin, souvent, je travaillais. Vous savez, à 18 ans, c'est une expérience. Et puis surtout, ce qui est très sympathique, c'est qu'on est avec beaucoup de jeunes du même âge, de tous les pays. Il y avait énormément de volontaires. C'est très sympathique à 18 ans. Les conditions, c'était les conditions du kibbutz, c'est-à-dire que les toilettes, il fallait descendre toute une allée pour y arriver, au milieu de la nuit, etc. C'était tout près de Gaza. Alors une fois, je me souviens, j'avais été à Gaza avec une amie, on est allé visiter, et les soldats là, de la frontière, ils étaient choqués, on avait 18 ans. Quand ils ne voulaient pas nous laisser y aller seuls, alors ils ont mis à notre disposition une Jeep pour nous faire visiter, une Jeep militaire, nous faire visiter Gaza. Parce que ces soldats, ils venaient très souvent, s'ils avaient 18-19 ans, au kibbutz pour rencontrer des nanas, surtout. Alors, voilà. Et puis... Alors, au bout de cette année de kibbutz, vous vous êtes dit, je reste finalement? Non, vous savez, c'est pas que j'ai dit que je reste, j'ai dit je vais aller faire mes études. Je me suis pas dit je reste. Je me suis dit bon, bah, maintenant on va aller étudier. Je me suis inscrite à l'université. Et ça s'est pas fait où à un moment j'ai dit je reste, mais j'étais là, j'entends. Ça s'est fait d'année en année. J'avais des doutes, est-ce que je veux rester, est-ce que je veux repartir? Je repartais en Suisse, ma mère était là-bas. Alors je repartais, mes 2 parents, mais c'était surtout ma mère qui était hospitalisée, que je retournais chaque année la voir. Et vous savez, à un moment donné, j'ai écrit un article sur la Aliyah, et que pour faire la séparation finale, pouvoir aller et venir, c'est beaucoup plus facile. Qu'on peut retourner, on peut revenir. Les pays où, disons, le mouvement est libre par rapport aux pays où on ne peut pas y retourner. Alors, ça ne s'est pas fait vraiment à un moment donné. J'ai eu une illumination et je dis je reste. Non. Après le kibbutz, je suis allée à l'université, j'ai fait mes études. Donc là, les études de psychologie. De psycho, j'ai fait mes études, puis après je me suis mise à travailler, puis après j'ai continué, puis après j'ai voyagé. Ouais. Vous voyez, ça s'est plutôt fait que plutôt que j'ai En tout cas, à aucun moment,
vous vous êtes vraiment dit que vous vouliez y retourner parce que ça ne vous convenait pas. Vous êtes senti au fil des années. C'est plutôt au fil des années. Intégré. Non, vous savez, c'est pas un pays facile, Israël. Alors oui, j'avais envie avec des doutes, mais envie avec des doutes toujours. Et puis de toute façon, il y avait aussi la famille ici, que ça aussi, ça influençait. Alors et puis je me suis installée. Puis, pourquoi c'est pas un pays facile? Pourquoi c'est pas un pays facile? Venant de Suisse, d'abord, il faut penser d'où est-ce que je suis venue. Venant de Suisse, où les gens sont très polis, très bien élevés, où la vie est calme, où, disons même conduire une voiture, c'est pas l'expérience qu'on a ici, où il n'y a pas de guerre, où il n'y a pas d'oppression dans notre peuple. Vous savez, ça change tout ça. Alors, bien sûr que c'est pas facile. Est-ce que pour la langue hébraïque également, vous l'aviez apprise étant plus jeune ou vous aviez... Oui, c'est-à-dire que, vous m'avez posé la question aussi sur la religion, que je vais vous raconter dans une minute, mais vu que oui, je savais lire l'hébreu depuis le plus jeune âge, à 6 ans je crois déjà, à Vienne encore, j'avais été dans ce qui s'appelait le Cheder, après, c'était une fois par semaine, j'apprenais l'hébreu, oui. Alors je savais lire et je savais écrire. Mais je ne savais pas parler. Et je savais lire et écrire, c'était surtout le livre des prières. Et ensuite, j'ai fait des ulpan ici. J'ai fait l'ulpan d'abord au kibbutz. Pas beaucoup, parce que vu que souvent, c'est l'âge, j'avais 18 ans, on restait dormir plutôt que d'aller au cours. Ils venaient nous chercher pour qu'on participe. C'était pas... Ensuite, je l'ai aussi fait parce que c'était obligatoire à l'université. Mais de nouveau, c'était pas vraiment que j'essayais. Il fallait le faire, alors j'allais de temps en temps au cours. Mais vous savez, là où j'ai bien appris à parler, au kibbutz, je travaillais pendant une longue période dans une maison d'enfants. Nettoyer, préparer les petits déjeuners, enfin des trucs comme ça. Je mangeais avec les enfants, je me souviens, ils m'apprenaient, ils me disaient des mots que je comprenais pas et ils essayaient de m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Et c'est comme ça qu'on apprend, en le pratiquant, on apprend l'hébreu. Alors j'ai appris l'hébreu. Et ensuite aussi, j'étais ici, j'ai perfectionné mon anglais aussi, même plus que mon hébreu, parce que la plupart de mes amis au début, c'était des Américains. Et au kibbutz, chez les volontaires, il y avait beaucoup d'Anglo-Américains. Et aussi ici à l'université. Et parce que vous savez, ça prend aussi du temps de vraiment se faire des amis israéliens, dans tous les pays. Et disons que au début, on se lie beaucoup aux autres minorités, aux autres immigrants. Puis la plupart, c'était des Américains dans les années 60. Alors j'ai très bien perfectionné mon anglais. J'ai aussi beaucoup appris sur la culture américaine, la musique, etc. Et ça a pris plus de temps, disons, que j'apprenne plus sur la culture israélienne. Après, j'ai vécu avec des étudiants aussi israéliens. Et c'est comme ça qu'on apprend la langue, en la pratiquant. Et maintenant, vous vous sentez une israélienne complètement? Vous savez, complètement, oui. Mais pour moi, une israélienne, ça ne veut pas dire juste une identité. Je suis aussi, j'ai un côté européen aussi que je perds, hélas. C'est très difficile de vivre ici, disons, en étant poli comme les Européens, en laissant passer les gens, en laissant passer les voitures, à ne pas klaxonner, à ne pas s'énerver, etc. Mais il y a quand même ça. Vous avez une identité, ça a plusieurs faces. Alors il y a l'identité israélienne, il y a l'identité européenne. Et l'identité juive? Et l'identité juive.
Ok, alors vous vouliez que je parle du judaïsme. Ma famille, venant de Pologne, mes parents venaient évidemment aussi de familles religieuses. Mais ils n'étaient pas vraiment religieuses, mais pour eux, l'appartenance à la communauté juive a toujours été très importante. Quand j'avais 6 ans, j'ai été dans un pensionnat en Suisse, juif religieux. Ma sœur aussi y était. Mon frère est resté à Vienne avec ma mère. Et pour mon père, disons, pour pouvoir venir en Suisse, il y a des enfants en Suisse qui étudient. C'est déjà une porte pour venir en Suisse. Alors, on était dans un pensionnat religieux, ma sœur et moi, à l'âge de 6 ans. Alors, je suis devenue plus religieuse que je l'étais avant. Mon frère, par exemple, n'a jamais été religieux. Lui, il était dans la Shomer HaTzaïr, mais ma sœur et moi l'avons été. Et alors, à la maison, c'était aussi plus religieux. C'était kasher, c'était regarder le Shabbat. Et aussi pour mon père, c'était très important du point de vue, parce qu'ils avaient très peur qu'on se marie avec des non-juifs. Alors, oui, j'étais religieuse, enfin j'étais pratiquante, disons, jusqu'à l'âge de 18 ans, à peu près jusqu'à ce que je suis venue ici. Mais c'était pas, disons, hard, c'était Shabbat, c'était traditionnaliste. Non, mais on gardait Shabbat, on gardait Kashrut, on gardait tout ça. Et donc en arrivant ici, ça change Oui, pas tout de suite. Pour quelle raison? Tout d'abord, disons, au kibbutz où j'étais, c'était un kibbutz religieux. Sard, c'est un kibbutz religieux. Là, j'étais encore religieuse. Puis après, je suis arrivée à l'université. Pour la raison, c'était, je me suis demandé est-ce que je crois en Dieu ou pas. Et vu que la réponse n'a pas été positive, alors je me dis, alors pourquoi je n'ouvre pas la lumière le Shabbat? Pourquoi est-ce que je garde tout ça? Et peu à peu, j'ai tout abandonné. Le fait d'être en Israël, ça vous a autorisé, entre guillemets, plus facilement? Je sais pas. Je crois que si j'étais restée en Europe, je ne sais pas si je serais restée pratiquante, mais j'aurais fait plus de choses pour appartenir à la communauté juive. C'est-à-dire que, par exemple, maintenant, moi, mais enfin, il y avait des temps où, quand j'étais à l'étranger, par exemple, j'ai fait une fois un voyage de, je crois, 8 mois en Amérique, etc., cross-country. Oui, pour Kippour, je suis allée à la synagogue avec des amis juifs qui y allaient. Il y avait quelque chose que je me suis toujours dit, si j'étais restée là-bas, j'imagine que j'aurais plus fait des choses pour appartenir à la communauté, parce que ça aurait plus défini mon identité. Tandis qu'ici? Tandis qu'ici, non. J'entends ici, ça définit moins mon identité. Disons, la pratique du judaïsme, je me sens juive, mais pas pratiquante, ni croyante. Alors, la pratique du judaïsme ne définit plus mon identité. Et là-bas, je ne sais pas si ça aurait été la pratique, je ne sais pas si j'aurais gardé Shabbat, etc., mais j'aurais été plus à des activités d'une communauté juive. Ici, il y a d'autres moyens de participer à la collectivité, puisqu'on est dans un environnement juif. Alors paradoxalement, ça allège un peu, si je puis dire, la crispation, ou parfois la tension qu'il y a à dire il faut que je reste juif dans un environnement non juif. Absolument, absolument. Et n'oubliez pas qu'il y avait aussi le fait que mes parents soient survivants. Et là aussi, c'était aussi un dilemme, j'entends, quand j'ai quitté la religion. Alors il y avait, qu'est-ce que ça veut dire quitter la religion quand eux, ils ont été persécutés en tant que juifs? Qu'est-ce que c'est abandonner
ce côté de l'identité, ça aussi... Qu'est-ce que vous disiez? Parce que vous disiez peut-être que c'est manqué un peu à leur mémoire, on abandonne quelque chose? Même pas, non, pas leur mémoire, mais c'est... oui, parce que le peuple juif a été persécuté parce qu'il était juif. Si j'abandonne le judaïsme, et abandonner la religion, c'est abandonner le judaïsme dans un sens. Il faut trouver autre chose à la place. Et c'est pas évident. Oui, il y avait toujours ce dilemme de, en tant que fille de survivant, qu'est-ce que ça veut dire de ne plus être pratiquante, de ne pas être religieuse, de ne pas participer aux activités d'une communauté religieuse. Mais ce dilemme n'existe plus quand on est en Israël, et d'autant plus que, disons, point de vue survivant, je m'occupe beaucoup psychologiquement de survivants, vu que je dirige Amcha, qui est le centre de traitement psychosocial des survivants, deuxième génération, troisième génération. Donc, disons, c'est une autre manière de s'occuper de cela, que ça aussi, ça fait partie de mon identité. Alors, parlons-en de cette activité à Amcha. Qui sont les personnes qui viennent et quels sont les problèmes principaux auxquels vous savez, Amcha a été fondée en 87 pour le traitement psychosocial des survivants et de leur famille, deuxième et troisième génération, et où il y a beaucoup d'activités. Amcha, il y a des thérapies individuelles, de couples, de familles, il y a un club d'activités pour qu'ils aient où venir. Il y a des groupes de parole, des groupes d'écriture, de leurs souvenirs, des groupes de yiddish, des groupes beaucoup d'activités comme du bridge, Feldenkrais, toutes sortes de gymnastiques. Et jusqu'à aujourd'hui, parce que vous savez, il y a encore de nos jours, il y a encore à peu près 190 1000 survivants, 200 000, 190 000 au jour de la commémoration, au jour de la Shoah. Toujours on dit exactement combien il y en a, mais il y en a encore pas mal, parce qu'il y a beaucoup de survivants aussi qui, propos comme mon frère, étaient enfants durant la Shoah, et qui vivent, et qui sont encore actifs, et qui viennent pour parler, pour faire des thérapies, pour s'occuper des problèmes dont ils souffrent après 75 ans où il y a eu la Shoah. Qui sont ces problèmes? On va pas rentrer forcément dans l'ensemble de la question, mais principalement de quoi parle-t-on pour cette première génération? Puis après peut-être on verra aussi pour les autres générations. Bien sûr. Mais, vous savez, disons que les survivants ne viennent pas à cause de la Shoah, ils viennent à cause de souffrances qu'ils ressentent aujourd'hui. C'est souvent des dépressions, des anxiétés, des cauchemars, des peurs de la mort qui s'approchent, des peurs des pertes renouvelées, qui sont tous, disons, des phénomènes qui ont été exacerbés par les traumatismes qu'ils ont passés. Et peu à peu, ils parlent aussi de leur traumatisme. Il y en a beaucoup qui n'ont jamais raconté ce qu'ils ont passé durant la Shoah, qui n'ont pas voulu raconter ça à leurs enfants parce qu'ils ont voulu protéger leurs enfants. La deuxième génération, à leur tour, a essayé de protéger leurs parents. Alors, ils n'ont pas posé de questions. C'est très souvent seulement la troisième génération qui ouvre cette boîte de Pandora en posant des questions auxquelles les grands-parents sont beaucoup plus prêts à répondre qu'ils ne l'étaient à répondre à leurs enfants. Et c'est souvent seulement à ce moment-là qu'ils viennent parler. Il y en a qui disent qu'ils n'ont jamais parlé, ils n'ont jamais raconté leur histoire. Et venir à Amcha, c'est souvent aussi qu'il y ait quelqu'un qui veut écouter, qui veut savoir. C'est quelqu'un à qui ils peuvent raconter ce qu'ils ont vécu. Pour la première génération, raconter ce qu'on a vécu, soit, mais pour la deuxième génération, quand en plus on n'a pas eu
justement de récits véritables et qu'on ressent quand même cette transmission du traumatisme, comment est-ce que se présentent les problèmes? Ben justement, là, les traumatismes sont transmis de génération en génération, c'est la troisième génération. Ils sont transmis par des anxiétés qui ne comprennent pas vraiment, ils sont transmis par des cauchemars qui ne comprennent pas vraiment, par des dépressions qui ne comprennent pas vraiment, enfin, et par beaucoup de souffrances que quand on commence à les écouter et à les relier à ce que leurs parents ont passé, aussi à des conflits très grands avec leurs parents, et quand on commence à relier ça aussi au traumatisme de leurs parents, alors ça prend un sens différent. Ils commencent à comprendre de quoi ils souffrent ensemble et comment ça a été transmis d'une génération à l'autre. Comment ça a été transmis, y compris dans la non-transmission, dans la retenue. C'est pas dans la non-transmission, c'est dans la non-parole. C'est pas la même chose. Oui. J'entends, c'est transmis. Oui. Parce que, vous savez... Comment c'est transmis, finalement, quand sans parole? Par des anxiétés. Ils entendent leurs parents hurler la nuit, qui ont des cauchemars, les parents s'enfermer, les parents qui ont des peurs non expliquées, des parents dépressifs, des parents qui ne les laissent pas vraiment partir, qui veulent pas les parents qui ont beaucoup de problèmes à tout ce qui a à voir avec la nourriture. Vous savez, dans la vie de tous les jours, ça se transmet. Et c'est sans doute difficile, effectivement, peut-être encore plus, ce deuxième contre-coup à traiter peut-être, parce qu'il n'y a pas précisément la parole possible, la transmission, c'est faite de manière quotidienne. Donc bien forte. sûr. Et aussi, n'oubliez pas que très souvent, la deuxième génération est née après que les parents ont passé tous ces traumatismes, enfin toujours. Alors, parfois ils sont nés tout de suite après, quand les parents n'avaient ni la force psychologique, ni même la force physique de s'occuper des enfants. Il y en a qui sont nés en 46, 47, 48, il y en a qui sont encore nés dans les camps d'hippies en Allemagne, parce que c'est là que les parents, justement, ils essayaient de ramener une vie, de combattre la mort, de combattre la décimation, de combattre toutes les pertes qu'eux, ils avaient vécues. Alors, oui, ils ont fait des enfants, et ils n'avaient pas toujours la force de les élever. Et les enfants, très souvent, ils ressentent que leurs parents, eux, oui, ils ont vécu la Shoah, mais ils avaient avant une maison plus ou moins aimante, normale, tandis que les parents étaient en deuil, ils avaient perdu toute leur famille, ils ne savaient pas où ils allaient, ils étaient pleins d'anxiété sur le futur et ces anxiétés sont restées. Et tout ça, c'est ça que la deuxième génération vit. Maintenant, il y a la même chose, disons même la deuxième génération d'enfants survivants. J'entends d'enfants, ceux qui étaient enfants durant la guerre. Il y a des enfants durant la guerre qui ne savent même pas qui ils sont, qui ne connaissent pas leur identité. Il y en a qui ont vécu sans leurs parents du plus jeune âge. Il y en a qui n'ont jamais eu le modèle d'un parent. Alors tout ça, ça influence énormément la deuxième génération. On va revenir à Lalia, parce que vous êtes donc psychothérapeute. Oui. Et comme vous parlez notamment très bien le français, comme on le voit, mais aussi l'anglais, vous avez sans doute beaucoup de personnes qui viennent d'arriver ou qui sont arrivées il y a quelques années. Est-ce que vous diriez qu'il y a parmi vos patients des symptômes comme ça, ou un syndrome, des gens qui arrivent et qui ont des problèmes particuliers? Comment est-ce que vous voyez cette question du point de vue que vous occupez? Oui, je comprends. Mais vous savez, je ne sais pas si qu'une personne qui vient d'arriver, si c'est ça le moment où elle va en thérapie. Parce qu'il y a tellement d'autres choses à ce moment-là. Pour pouvoir faire une thérapie, il faut déjà être un peu installé, pour pouvoir regarder ce qui se passe, pour pouvoir faire des choix. Et très souvent, quand une personne vient, il faut d'abord qu'elle s'installe du point de vue qu'elle trouve où habiter, que faire, trouver un métier,
Les des problèmes salaires. viennent après, alors. Oui, oui, non, les problèmes sont déjà là, mais les problèmes psychologiques. exactement. Oui. Mais ils n'ont pas vraiment le temps de s'occuper des problèmes psychologiques. C'est plus tard que il y en a qui vivent avec la question, est-ce que j'ai pris la bonne décision, est-ce que je veux rester ici, est-ce que je veux retourner, est-ce que je serais mieux là-bas, est-ce que c'est trop difficile ici. Il y a toujours ces questions, oui. Et ces questions peuvent, vous savez, durer très longtemps, pas juste quand elles arrivent, mais ça peut durer des années. La question, est-ce que peut-être que je ferais mieux de retourner? Et il y en a qui essayent de retourner et qui se posent la question, qui vont ailleurs. Oui. Est-ce que c'est un choc psychologique, l'Aliyah, on peut dire ça. De quelle façon c'est simplement le fait d'être confronté à cette réalité israélienne? À une autre réalité. Pas seulement l'Aliyah en Israël est un choc psychologique, l'Aliyah partout est un choc psychologique. Vous savez, c'est la séparation de ce qu'on connaît, c'est se réintégrer dans un nouveau milieu, réapprendre les codes d'un autre milieu. C'est dans tous les pays, c'est très 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 difficile de s'adapter. C'est difficile de s'adapter à un nouveau pays, à des nouvelles personnes, se faire des amis, se faire des connaissances, ne pas se sentir tout seul. Ce qui est un peu particulier là, c'est que on part à l'extérieur, mais pour revenir chez soi. C'est ça qui fait la différence avec le fait de partir s'expatrier, puisqu'on va s'expatrier dans oui, bon, mais c'est ça, c'est que vous avez ça, c'est aussi un peu d'idéalisation. Non, c'est surtout une idéalisation, parce que ça veut dire quoi revenir chez soi? Et il y a beaucoup, parce que ici, disons, il y en a beaucoup qui deviennent une minorité des migrants. Alors, c'est pas que ici on les accueille, bonjour, que je suis heureuse que tu sois là, c'est pas comme ça dans la réalité. Alors, il y en a beaucoup qui aussi, là-bas, ils étaient une minorité parce qu'ils étaient juifs, ils sont une minorité parce qu'ils sont russes, français, éthiopiens, ce que vous voulez. Alors, c'est l'idéalisation. Ah, je reviens au pays. Oui. Progressivement, progressivement, on s'intègre. C'est partout comme ça, oui. L'Aliyah française, il y a une particularité, à votre avis, sur ce plan-là, sur le plan de ce que ça provoque, le système français et le système israélien, le choc des cultures. Est-ce que c'est particulier ou pas? C'est difficile à dire, disons. Vous savez, si une Aliyah, par exemple les Français, s'ils viennent avec, disons, un bagage culturel ou financier fort, ça aide évidemment. Parce que quand, disons, c'est une Aliyah qui a plus de moyens financiers, ça peut aider, parce que tout est très cher en Israël. Alors pour des gens, par exemple, qui viennent d'un pays où il n'y a pas d'argent, alors là, c'est beaucoup plus difficile que si on vient avec des ressources financières, des ressources professionnelles. Ça, évidemment que ça aide toujours. Parce qu'on dit parfois que ici, personne n'attend personne. Quand on arrive, certes, on est bien accueilli, mais on ne vous attend pas particulièrement. Et même si vous avez par ailleurs des diplômes ou des expériences particulières, ça doit être aussi une remise en cause individuelle pour chacun. Bien sûr, mais vous savez, je crois que c'est dans tous les pays comme ça où on immigre. L'Aliyah russe, que pour eux, ça a été encore plus difficile. Vous avez ici plein d'ingénieurs, de docteurs, de musiciens, enfin des gens qui réussissaient là-bas professionnellement et ici se sont mis à balayer les rues pour trouver du travail, au début en tous les cas, parce que ils n'avaient ni la langue, ni les bons certificats. Dans les hôpitaux, il y a énormément d'infirmiers et d'infirmières russes qui ont un diplôme de médecin. Et pour reconvertir, c'est très difficile parce qu'il faut refaire tous les examens dans une autre langue. Et ici, c'est beaucoup plus basé sur le système américain qui est très différent. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de difficultés. Et
Ce qui fait que, dans ce sens-là, je crois que les Français sont peut-être venus avec moins de difficultés, parce que si les Russes ne sont pas venus avec de l'argent, et l'argent, ça aide. Et ça aide en tous les cas pour avoir le choix de retourner aussi, bien qu'il y ait aussi des Russes qui retournent en ce moment, vu que la situation s'est améliorée en Russie. Mais oui, ça aussi, c'est... Est-ce que vous, personnellement, vous diriez que votre identité s'est modifiée depuis 50 ans que vous êtes là? Évidemment, ça fait beaucoup de temps. Je suis venue à 18 ans Voilà. et j'ai maintenant presque 70. Vous savez, c'est une question, bien sûr que ça a changé. C'est une question... Et si on peut abstraire la question de Mais du temps passé, j'imagine que oui, j'aurais été différente, ma vie aurait été différente si j'étais restée en Suisse, ou si de Suisse je serais partie. enfin, vous avez parlé déjà de votre atténuation, disons, de la pratique religieuse, mais vous avez aussi, peut-être par rapport au pays lui-même, à Israël, cette adhésion qui est devenue une partie de vous-même aussi. Ce pays vous a construit aussi. Oui, bien sûr. Mais disons que aussi, de ce point de vue-là, quand je suis venue, c'était 67, je suis venue avec beaucoup plus d'idéaux. Je suis venue au kibbutz, c'était beau le kibbutz, c'était un idéal. Et ça aussi, ça a beaucoup changé. Ce qui s'est passé après 67, ça a beaucoup changé. C'est, disons dans ce sens-là, beaucoup plus difficile de vivre ici en étant l'oppressant de notre peuple. C'est beaucoup plus difficile. Ça pose beaucoup plus de problèmes que, disons que avant 67, j'en étais moins consciente. Quand je venais à 11 ans, je n'étais pas autant consciente de la réalité politique d'Israël. Disons qu'avant 67, il n'y avait pas non plus la question Si, il y avait. de l'occupation. Il y avait. Ah ben oui. C'est-à-dire que vous parlez d'Israël même, alors, Je parle d'Israël même. en tant qu'État. Je parle de... Oui, je parle de ce qui s'est passé en 48, ce qui s'est passé avec les Arabes dans toutes ces années, oui. Mais après 67, ça a été encore plus prononcé, bien sûr. Et disons qu'en 67, vous savez, c'était l'euphorie. Alors, il y avait de très bonnes relations à Jérusalem, avec les Arabes de la vieille ville, tout le monde. Et puis, ça a empiré. C'est-à-dire que vous avez le sentiment que dès le départ, Israël n'a pas de légitimité? Non, c'est pas une affaire de légitimité, mais c'est une affaire que on n'a jamais trouvé une solution pour vivre ensemble, et ça a encore empiré. Pouvoir vivre ensemble de manière à ce qu'un peuple n'oppresse pas l'autre. Et vous continuez ce combat-là aussi ici, vous, ou ça devient maintenant impossible de... Je ne sais pas, un combat. Disons que quand j'étais plus jeune, j'allais plus à des manifestations. Maintenant, j'y vais moins parce que j'y crois de moins en moins. Ok, je peux voter, mais je ne crois pas que ça va changer grand-chose. Alors, oui. Et alors là, vous êtes encore dans un mouvement, dans une association, enfin, ou dans un parti... Non, parce qu'on dit que la gauche aujourd'hui, je sais. Elle n'a plus de... Elle est très plus faible, audible. c'est ça, elle est très faible. Ouais. J'ai beaucoup d'amis qui pensent comme moi, c'est tout. On choisit ses amis comme ça aussi. Vous voulez dire qu'il y a encore un idéal ici, ou il n'y a plus d'idéal? Non, je crois qu'il y a un idéal, mais ce n'est pas nécessairement le mien. J'entends tout ce qui se passe dans les territoires, tous ceux qui vont faire des settlements, qui vont s'installer, qui vont bâtir, etc. Ouais, oui, colons, comme on dit. Des colons. Oui, mais eux ne se voient pas comme colons, c'est pour ça que je réfléchissais aux mots que je pourrais utiliser. Eux, ils se voient comme bâtissant cette terre, comme ils veulent refaire le troisième temple, enfin peu importe. Oui, il y a des gens avec beaucoup d'idéaux, mais ce n'est pas nécessairement les miens.
Et alors, c'est une équation impossible, vous pensez, de cette vie pacifiée? Ça voudrait dire qu'il faudrait faire un État binational? C'est ça que vous pensez? Ou est-ce que... Ou se séparer. Je ne sais même plus si c'est possible de se séparer, vu que tous les territoires sont tellement envahis par tous ces villages. Ces implantations, alors. Voilà, c'est un ça. terme plus... Le mot que je cherchais, implantation. Settlements, Ouais. voilà. À un moment, j'entends, il aurait été possible de se séparer, de faire deux pays. Mais je ne sais même plus si c'est possible. Et puis, vous savez, alors je pense, mais la réalité est tellement différente que ça ne va pas du tout dans ce sens-là, ce qui fait que... Est-ce que vous allez parfois dans les territoires, en Cisjordanie ou ailleurs? Rarement, mais je sais pas que... Par exemple, j'ai un neveu qui habite là-bas, alors oui, je vais le voir. C'est pas que je Dans une vais... implantation? Oui. Ah, oui. Pas trop hard, mais enfin oui. Et comment vous êtes là-bas? Vous parlez librement, évidemment, de ce que vous pensez. Comment ça fait un conflit Oh de non, vous position? savez, dans toutes les familles, il y a de tout. Alors, plutôt, on évite le sujet, c'est surtout ça. On sait quels sont les punchlines. exacts de chacun, mais on évite le sujet parce que ça sert à rien, ça va rien résoudre du tout. Et est-ce qu'on dit aussi qu'il y a beaucoup d'associations d'Israéliens qui font malgré tout des passerelles avec les Palestiniens? Est-ce que dans votre profession, il y a des contacts entre les deux? Oui, c'est un peu anecdotique. À un moment donné, par exemple, je me souviens à un moment donné, j'allais enseigner l'anglais parce que on cherchait des volontaires pour enseigner l'anglais, pour enseigner quelque chose. Et je voyais pas ce que je pouvais enseigner. À part ça, alors j'enseignais un peu l'anglais parlé, des trucs comme Où ça. À El Khader, dans un village. Dans un village, c'est pas loin de Bethléem, dans un village arabe, dans une école, enfin, de temps en temps, il y a des choses comme ça. Mais disons que si je travaillais pas autant, je ferais plus de volontariat, par exemple, parce qu'il y a des associations qui amènent les patients palestiniens qui ont besoin d'hôpitaux, on va les chercher en voiture de la frontière pour les amener à l'hôpital et les ramener. Alors, une fois que je prendrai ma retraite, je pourrais plus faire ça. En ce moment, je peux pas. J'ai pas. Quelle expérience ou quelle impression vous gardez de ces classes, par exemple, dans ce village arabe, ce contact? Est-ce que ça se passait bien? C'était apprécié? Très bien, c'était sympathique, c'était surtout très sympathique. Vous savez, apprécier, oui, enfin, ça dépend par qui. Vous savez, les élèves, les petits jeunes de 13, 14, 15 ans, ils n'aiment pas étudier, c'est tout. Mais... Et puis moi, je n'étais pas une professionnelle, ça n'a pas aidé. Mais oui, c'était très sympathique. À un moment, j'ai aussi étudié l'arabe, parlé, mais je n'avais pas avec qui parler, alors ça n'a pas fait tilt. Mais là aussi, c'était dans un endroit où il y avait des Arabes qui apprenaient l'hébreu et il y avait des Israéliens qui apprenaient l'arabe. Alors aussi, il y avait des contacts. Il y a des Arabes israéliens qui viennent ici dans ce cabinet? Ou c'est pas vraiment... Non, à Amra, il y a maintenant une Arabe israélienne qui vient. Parce que à Amra, on a ouvert nos portes à toutes sortes de populations, vu qu'il y a de moins en moins de rescapés quand même. Alors, on a ouvert nos portes à toutes sortes de... À quel titre elle vient, par exemple, elle? En tant que patiente, pour avoir une thérapie. Pourquoi justement là-bas? Parce qu'elle étudie et que là où elle étudie, on lui paye sa thérapie. C'est aussi savoir une affaire d'argent. Il y a aussi, par exemple, vu que maintenant Amra aussi traite beaucoup de gens qui
Il y a eu en Israël une réforme de tout ce qui est psychothérapie. Les thérapies sont payées par les assurances médicales. Et les assurances médicales qui payent les thérapies ont besoin d'associations où il y a des thérapeutes. Si maintenant à Amra, je trouvais un thérapeute arabe, j'aurais beaucoup d'arabes là-bas. Enfin beaucoup. J'aurais plus d'arabes, absolument. En Israël, on a l'impression que la psychologie un peu parallèle ou douce, ou je ne sais pas comment il faudrait l'appeler, il y a beaucoup de choses qui se produisent dans tous les sens, multiformes. Bien sûr. Vous pensez que pas ça seulement correspond, analytique, oui. Oui, c'est ça. Ça correspond à quelque chose du pays, ça, cette façon de... Oui, non, je crois que surtout ça correspond à l'influence américaine. C'est surtout ça. C'est l'influence européenne, très classique, très psychanalytique, lacanienne même. Et il y a l'influence américaine, EMDR, SI, CBT, toutes ces lettres. Alors avec les thérapies à court terme, où dont on voit les résultats, etc. Alors c'est plutôt l'influence américaine, à mon avis. Le comportementalisme. Mais je ne parlais pas seulement de ça, je parlais aussi de, par exemple, j'ai entendu parler de la psychogénéalogie, la manière dont, avec des gens qui en touchant un muscle, font référence à un ancêtre. Enfin, il y a toute une sorte de psychologie. Les trucs alternatifs. De psychologie alternative, voilà, c'est ça le terme. Est-ce que vous avez... J'ai l'impression que ça marche bien ici. Parce qu'il y a un petit côté... Est-ce qu'il y a un côté mystique dans le pays, un côté un petit peu irrationnel? Il y a la religion. Oui. C'est de là d'où ça vient, vous pensez? Aussi, oui. Bien sûr. Bien sûr, il y a la religion. Vous savez, par exemple, si j'y pense, en Russie, où la religion, à un moment donné, a été éradiquée, a été effacée, plus ou moins, ça revient, je ne dis pas, mais alors il y a beaucoup moins d'ouverture à la psychologie. Les Russes, ils veulent des résultats, ils ne veulent pas des trucs mystiques, etc. Ils veulent des résultats. Et la psychanalyse, quand même, ça vient de Freud, du judaïsme, qui est à côté, oui, si vous voulez, même s'il était contre la religion, l'opium des peuples, c'est quand même un côté mystique, si vous voulez. Donc en fait, ici, il y a les deux. Il y a, à la fois, on veut des résultats concrets malgré tout, parce que c'est une société active, de la réalité. Doing, absolument. Voilà. Et puis, il y a toute une couche ensuite, on va dire mystique ou spirituelle. Spirituel. Ah oui, le spiritualisme, c'est très fort. Et est-ce que j'ai le sentiment aussi, en discutant dans les dernières interviews, qu'il y a l'idée que les gens ici se sentent avec une signification plus grande de leur existence, d'ailleurs qui comptent davantage, ceux qui viennent d'arriver ou qui sont arrivés depuis quelques années, qui s'inscrivent dans une histoire, que leur vie, leur passé reprend un sens. C'est pour ça qu'ils parlent aux ancêtres, comme vous dites. Et que leur futur aussi, tout d'un coup, se dégage avec perspective de la continuité du peuple. Donc, comme s'ils remontaient un peu dans un train de l'histoire pour avancer. Et que dans tout cela, finalement, au bout du compte, ce qui leur arrivait dans l'existence était souvent interprété comme des signes. C'est-à-dire qu'on était plus attentifs. Des signes qui leur étaient adressés à eux, qui devaient interpréter, qui devaient être quelque chose qui les concernait. Ils sont davantage concernés par les faits de leur existence. Est-ce que ça, vous le remarquez ici? Ou est-ce que c'est... C'est pas quelque chose que je vis, mais comme vous savez, comme vous avez dit, le train de l'histoire, j'ai pensé à la Shoah. Bon, ça, je suis très influencée, vu que je vis ça beaucoup par ma profession. Même pas. Alors oui, que Israël a été le résultat indirect de la Shoah, oui. À mon avis, disons, politiquement, on utilise ça beaucoup trop, tout, à voir avec la Shoah, qui est beaucoup trop utilisé. Mais oui, disons,
ça a été le résultat des persécutions qui se sont passées durant la Deuxième Guerre. Alors, ça a été une réaction de construire quelque chose, de construire un nouveau pays, de construire une nouvelle vie, oui. Dans ce sens-là, disons, c'est le train de l'histoire, si vous voulez. Oui, pardon pour l'expression, mais ce que je voulais dire, c'est que la notion de providence, voilà, était plus à ciel ouvert ici, on a l'impression, telle qu'elle est vécue par les gens. C'est pas ce que vous vivez, vous, C'est dans pas votre ce cabinet. que... Non, parce que c'est pourtant, parce que... c'est ce que les psychologues ou les psychothérapeutes essayent de mettre en avant, finalement, de dire qu'on interprète ce qui vous arrive pour que ça ait une signification et pour que ça Personnel. puisse... Personnel. C'est pas la providence personnelle. Il y a un rapport, peut-être. Pour moi, il y a non. un rapport entre ce qui arrive et la personne. C'est le lien qui est... Oui, mais vous savez, c'est très différent. C'est quelqu'un, que vous vouliez Dieu ou la providence, comme vous l'appelez, qui provoque cela. Et il y a des gens, par exemple religieux, qui ils trouvent une place de parking et qui disent oui, Dieu m'a aidé à trouver une place de parking. Oui, Qui se sentent tout le temps, disons, influencés. Il y en a. Mais en tant que thérapeute, c'est pas mon discours, disons. C'est pas ma croyance. Oui, que ce que vous avez vécu dans votre enfance, ce que vos parents ont vécu, influence comment vous voyez les choses et comment vous les vivez. Oui, mais ça c'est une chose, c'est pas la providence. C'est peut-être le destin. à propos de la place de parking, il y a une blague. Oui. Quelqu'un qui cherche une place de parking, qui n'en trouve pas. Oui. S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, fais que je trouve une place de parking. Et à ce moment-là, quelqu'un s'en va, il trouve une place de parking. Il dit, oh, c'est pas la peine de te déranger, j'ai trouvé. Exactement. Mais il y en a qui, sincèrement, je connaissais une dame, elle était, disons, devenue religieuse. C'était pas, elle n'avait pas grandi comme ça, mais il y a quelque chose, c'est souvent encore plus prononcé quand quelqu'un devient religieux à un âge plus avancé. Oui, alors elle me disait, ben voilà, il m'a arrangé une place. Alléluia. Est-ce que le terme hébreu signifie quelque chose pour vous, être hébreu, l'être hébraïque? Ça fait résonner quelque chose dans votre esprit? Intellectuellement, mais pas nécessairement émotionnellement. Je ne me vois pas, disons, la continuation des Hébreux qui vivaient dans le désert et qui ont traversé le désert. Ça m'est difficile émotionnellement de me relier à ça.